Ça va le son là? C'est pas mal. C'est assez fort. Bon, alors, comme vous m'avez patogé la dernière fois avec un certain nombre de schémas, je vous ai dit pourquoi, je leur dirai aujourd'hui pourquoi. J'ai amené plutôt des schémas que vous connaissez déjà, qu'on a déjà commentés, pour vous montrer quel est le chemin parcouru par Lacan jusque-là, de là à là jusque-là, pour mathématiser finalement la théorie de la psychanalyse. C'est-à-dire une utilisation de ce qu'il appelle lui la logique, enfin lui, non, il s'inspire de la logique mathématique, il utilise des outils mathématiques qu'il adapte à ses expériences, et bien entendu, la suite on la connaît, c'est que les mathématiciens ont dit que Lacan était nul en mathématiques, et ont proposé des interprétations mathématiques de la psychanalyse qui n'a plus rien à voir avec la psychanalyse. Ils oublient quand même que la psychanalyse, c'est d'avoir une pratique de la parole et du divan. Hein. Le reste, c'est des montages plus ou moins performants pour serrer les choses et pour communiquer. Alors, si vous donnez le micro un petit peu. Oui, c'est parce que c'est... Là, vous n'entendiez pas? Moins. Bon. Là, vous entendez plus. Oui, c'est très bien. Casqué, ce micro. Presque couche, voilà. Il faut presque l'embrasser. C'est bon, voilà. Il faut bon. Alors, ici, je vais assez vite. Hein. Le parcours, on a commencé ici au début de l'année par étudier le stade du miroir. Hein. Et on voit l'expérience ici du bouquet, ce qu'on appelle du bouquet renversé. En fait, le montage a été changé parce que, en principe, le corps doit être... Non, ça c'est bien le corps. Mais on avait mis les fleurs en bas et les corps au-dessus, mais pour des raisons de vision de l'image, j'ai changé le schéma, sinon mon petit appareil ne permettait pas la même vision. Alors, de cette expérience, hein, où l'enfant qui est ici, le corps de l'enfant qui est ici, et qui est lié à la liaison entre les parents, le désir des parents fait apparaître un nouvel être, lequel va être pris dans un dispositif qui est exposé ici par rapport au fait qu'il rencontre l'autre de la parole, c'est-à-dire l'autre du langage, et qu'en même temps, il est prématuré. Mais alors, il faut faire très attention, c'est pas, Lacan ne s'intéresse pas à la prématuration animale, corporelle. Hein. On sait que l'homme, il met plus de temps à maîtriser son corps, mais c'est une prématuration subjective. C'est-à-dire qu'il reçoit de l'autre, ce qu'on appelle l'autre du langage, de la langue, si vous voulez, il reçoit des signifiants qu'il va être obligé de petit à petit intégrer par le biais de la lalation. On nous avait envoyé sur Internet une vidéo tout à fait saisissante où on voit une mère en train de dialoguer avec son petit enfant comme ça, et c'est extraordinaire parce que c'est une illustration exactement de comment l'enfant s'imprègne et comment même nous, même quand on vient écouter des choses de la psychanalyse, d'abord il faut commencer à s'imprégner par les termes, aux termes nouveaux qui sont utilisés et qui sont toujours un peu bizarres pour ceux qui ne les connaissent pas, et petit à petit ça rentre, et puis 30 ans après, vous êtes plus à l'aise avec l'affaire, même peut-être plus longtemps que ça, mais enfin bon, il faut du temps pour entrer dans un nouveau discours qui est quand même finalement pas si répandu que ça, contrairement à ce que s'imaginent beaucoup de psychanalystes. Hein, qui s'imaginent que ça y est, la psychanalyse est au centre du monde, ce qui est faux. Alors, de cette expérience qu'il a empruntée à Boisse, c'est-à-dire simplement un opticien, et Freud disait qu'il aurait aimé, lui, justement, que les images dont il parle soient les mêmes que celles qu'on voit dans un appareil photo, c'est-à-dire que c'est des montages de structures comme ça. Bon. Là-dessus, Lacan fait une mathématisation de cette lecture. Vous voyez donc, le corps de l'enfant qui est ici, dans sa présence de pur corps animal, rencontre ce qu'on appelle les fleurs du désir, qui sont les signifiants du désir des parents, et par l'opération du stade du miroir concave, qui
qui représente son cortex. Vous voyez ici, ou bien je vous gêne? Peut-être que je pourrais m'asseoir un peu, non? Pour voir si ça vous gêne moins. Oui, c'est bien. Non, c'est mieux comme ça? Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, par le biais de cette opération du miroir concave, qui est censé représenter le cortex du sujet, donc du cerveau, si vous voulez, en gros, le sujet qui est ici se voit dans un miroir et se voit justement, non pas dans cette image, mais par rapport à ce qu'il voit lui dans le miroir plan. Le miroir plan étant ici représenté par ce trait et qui est le lieu de l'autre. C'est-à-dire que pourquoi on met le grand autre ici, c'est-à-dire l'autre parental, tout simplement parce que les variations des angles que prend le miroir sont liées aux paroles des parents. Et donc, tantôt l'image est claire, tantôt l'image est trouble, et l'enfant, il a affaire à ça. Alors, ce dont il s'agit pour lui, c'est de faire une conquête, finalement, une structuration de l'imaginaire pour se faire un corps. Mais le corps, justement, dont parle la psychanalyse, ce n'est pas l'organisme. C'est un corps qui a une consistance de forme. Et vous savez très bien que quand un cadavre se décompose, le corps disparaît en milliers de petites choses comme ça qui se dispersent. Donc c'est une consistance imaginaire du corps, mais qui s'est produite avec le biais de la parole des parents. Du coup, voilà, cette schématisation est là comme ça, ici rapide. Je l'avais déjà suffisamment démontré pour aller plus vite. Ici, on arrive donc à une première mathématisation de Lacan. C'est-à-dire qu'il situe ici le sujet au départ, qui est pour lui n'est pas encore le sujet divisé, qui se voit dans l'autre, dans l'image virtuelle que lui renvoie son image dans le miroir plan, comme quand vous regardez dans une glace, vous voyez une image de vous qui est inversée d'ailleurs, votre droite est à gauche et votre gauche est à droite, et vous dites c'est moi qui suis dans le miroir, et donc le moi se constitue, apparaît à partir d'une image virtuelle, et c'est lié aussi au lien entre l'autre, donc l'autre parental qui se entre dans une relation symbolique à l'enfant, parce qu'il ne se contente pas de lui faire des soins corporels, il lui parle et c'est ça qui compte. Voilà, c'est ça l'acquisition de cette chose-là. Et là, Lacan passe à ce troisième schéma, il appelle le schéma Mimi, le schéma Mimi, le triangle Mimi, où déjà il fait une distinction entre ce triangle où il y a la mère ici, qui est finalement celle qui va donner les premiers signifiants, les signifiants primordiaux à l'enfant, qui lui viennent dans sa reconnaissance au père, le père qui se trouve à cette place, et l'enfant désiré, il est désiré en tant que les parents lui imposent une figure d'un idéal du moi. Voilà ce que tu devras être plus tard pour faire partie de la famille. Hein, voilà, c'est ça, en gros, c'est ça qu'il lui dit. Et puis, cette relation symbolique traverse ce que Lacan appelle, lui, sur ce schéma le réel. Il fait la distinction entre le symbolique, l'imaginaire et le réel. Ça, c'est ses premières schématisations, c'est pas encore très élaboré. Et ce schéma Mimi montre comment le moi qu'on avait vu tout à l'heure, il est ici, dans un rapport à une image virtuelle, et conditionner cette image virtuelle par les signifiants primordiaux que la mère transmet, et que l'enfant intègre ici comme idéal du moi. Il se reconnaît là-dedans. Et ça, cette portion qui est le réel, c'est ce que Lacan quand même appelle le fantasme. C'est là que le premier fantasme, et c'est une des raisons pour lesquelles il dit que le fantasme est une fenêtre sur le réel. Hein, des images de tableaux qui sont comme ça. Voilà. Et puis, donc, vous voyez, et ça se complète par le triangle imaginaire ici. Voilà. C'est schéma. Donc, on va un peu plus vite. Il arrive ici avec ce schéma R à ce qu'il appelle le schéma I. C'est-à-dire que quand le père qui porte les signifiants fondamentaux, ce qu'on appelle le nom du père, ça passe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de refoulement originaire pour des raisons qu'on ignore, hein. C'est vrai qu'on l'ignore. On peut toujours accuser la mère de ne pas avoir reconnu le père et des choses comme ça, mais quelque part c'est une énigme. Quand ça ne se produit pas, ici, il y a un trou dans le symbolique. Donc,
le sujet, il est baladé par une sorte de courbe comme ça, et ça bouge tout le temps pour lui. C'est-à-dire que dès qu'il s'accroche à un signifiant, il y en a un autre qui vient, il y en a un autre qui vient. Il n'a jamais un point de capiton pour se tenir. Ça définit la psychose. Là, vous avez la relation réelle, qui est ici. Vous voyez que le fantasme n'arrive pas à se monter. Et ici, le sujet qui est dans la signification phallique, il est aussi dans un trou. Donc il ne se repère jamais. C'est une dispersion permanente de son être de sujet. Alors ensuite, ça c'est une schématisation que Lacan emprunte également quand il va parler des réseaux. C'est-à-dire que voilà, il écrit, quand dans les ordinateurs, à l'époque, il étudie les ordinateurs, il appelle ça la cybernétique, on n'en est pas encore à l'époque de maintenant, il dit que il n'y a que des 1 et des 0 qui s'écrivent dans les ordinateurs. 1, 2, 1, 2, 1, plus, moins, plus, moins. Et donc, quand on n'a que 1, 2, tout ça, on peut l'écrire de 4 façons différentes. On met ou bien 1, 1, ça donne le alpha, 0, 0, ça donne le gamma, bêta et delta. Voilà. Et puis cette construction montre, quand on la fait fonctionner dans un ordinateur, qu'il y a des cycles où se répètent toujours les mêmes termes. C'est-à-dire que c'est une structure qui impose l'organisation du texte selon justement cette logique-là. C'est ce qu'on voit dans nos ordinateurs. Il suffit de pas donner de mot de passe, on peut pas trancher, ou alors on fait une faute et puis l'ordinateur il ne vous reconnaît pas, ou il vous signifie que ça ne va pas. En gros, c'est ça. On passe ici, je vais un peu vite, mais c'est comme ça qu'il faut que je passe. On passe ici maintenant à la construction nouvelle que Lacan fait, parce que bien entendu, tout ça, ça ne lui suffit pas. À chaque fois qu'il avance, il pousse un peu le truc un peu plus loin, il va là, ça se perfectionne. Tout ça, c'est des analogies, hein, c'est pas de la mathématique, ça. C'est des représentations, c'est du semblant par rapport au réel, en gros, il faut le dire comme ça. Ici dans la clinique, ça se perçoit très bien. Il écrit comment fonctionne un ordinateur et comment ça se répète, et il insiste pour dire que quand il n'y a que 1 et 2, ben ça ne veut rien dire, ça ne va pas loin. Il faut le 3 pour que la répétition commence. Le 3 commence, c'est à partir du 3 que la répétition commence, et que le 3 c'est le 1, hein, comme il le dit, qui revient, on va étudier ça cette année dans la 3e. Donc le schéma, il part du schéma freudien de la pulsion. Bon, Freud, il fait un travail il décrit la pulsion qui s'origine dans l'organisme, voilà, ici, sur une zone, ce qu'il appelle lui une zone érogène. Cette pulsion, elle a cette trajectoire comme ça, qui fait qu'elle a un départ et puis elle atteint son but. Alors le but, c'est le coup marqué, quoi. C'est comme au football, hein. On a mis un but, hein, ça a réussi et ça revient comme ça. Ça fonctionne comme ça. Alors il y a la trajectoire comme ça, il y a la poussée qui est constante, et ça Freud le souligne, et Lacan aussi, ça veut dire que ce n'est pas un processus organique, c'est autre chose. Ça montre bien que la pulsion, ce n'est pas quelque chose d'observable cliniquement, c'est une figure de fiction, que Freud désigne d'ailleurs en 1930 comme étant sa théorie de la pulsion. Ce sont les théories mythiques, hein, leur grand mythe, la pulsion étant un mythe grandiose dans son indétermination. C'est-à-dire qu'on passe au plan d'un registre du réel de l'organisme à une logique du réel du corps habité par la langue, par le langage. Ici, c'est comme ça, et donc, là, je vais très vite, quand même, je l'avais déjà fait. C'est comme ça qu'il a monté son graphe du désir, ici. Vous voyez? Il a monté son graphe du désir à partir de cette figure. Vous avez montré comment le chasseur qui part à la chasse, parce qu'il en a besoin ici, rencontre des traces, et ces traces qui sont des signifiants, en fait, il va aller dans le sens des flèches pour se diriger, et puis il pourra revenir à la base de départ où il aura été changé. Vous voyez que l'idéal du moi, c'est le même que celui qu'on a vu ici. Tout ça, ça se rapproche, c'est des schémas qui se complètent et qui s'éclairent les uns les autres. Alors,
ce graphe du désir, j'avais pas repris encore cette chose-là, parce que je la reprendrai plus tard, parce qu'il y a une énigme ici au niveau de l'autre ici, qui est le lieu du trésor des signifiants, et le signifiant de l'autre barré. C'est-à-dire qu'au fond, l'autre n'existe pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être incarné, mais logiquement il a une place, simplement il y a quelque chose en lui-même qui est un trou, il y a un manque, là. Quelque chose, un trou dans le réel, et un trou dans le réel, il n'y a que le signifiant qui peut le faire. Voilà, c'est comme ça ici. Donc pour l'instant, je n'insiste pas là-dessus, simplement ce schéma, il est une lecture de ce qu'a fait Saussure. Simplement, Saussure, il disait que le langage était fait, ou l'inconscient, de deux épaisseurs, une chaîne de langage signifiant et une chaîne de signifié. Mais il les avait orientés de cette façon-là. Or, Lacan, dans son schéma, fait l'inverse. Le signifiant, il est ici, il le fait dans ce sens-là, et le signifié, c'est-à-dire l'énoncé, il le fait ici. Donc, on distingue sur ce graphe du désir le lieu de l'autre comme lieu du langage, signifiant, auquel répond l'autre quand on s'adresse à lui. Ici, le sujet qui s'adresse à lui, qui lui dit « Que veux-tu » Autrement dit, le désir du sujet lui est donné comme venant de l'autre. Puisque l'enfant, il crie, demande et tout, et l'adulte, la mère, elle demande « Que veux-tu » Même si elle anticipe son désir et ce qu'il veut, c'est ça qui se passe. Et puis ici, on retrouve la pulsion, écrite sous cette forme-là, signée, c'est le sujet, divisé par sa demande. Vous savez très bien qu'on n'aime pas demander parce qu'on a peur d'être déçu par la réponse de l'autre. Alors Lacan, il disait que de toute façon, à la fin d'une cure, il faut toujours demander sans arrêt. Il ne faut pas se préoccuper de la façon dont on sera reçu parce que finalement, on arrive à obtenir des réponses qui nous intéressent. Voilà, hein, c'est ça en gros. Et puis alors, ici, vous avez, c'est une écriture du lieu de S de grand Tabaret, cette énigme du trou dans l'autre, que l'autre n'existe pas, qu'il est barré. C'est un gros problème pour la psychanalyse, c'est le lieu de la jouissance corporelle. Autrement dit, quand la langue vient coloniser le corps, elle parasite sa jouissance et elle l'anime. Autrement dit, on fait connaissance de la jouissance de son corps, pas seulement parce qu'on a ressenti quelque chose, mais parce que c'est induit par les signifiants. Si on vous dit quelque chose de désagréable, vous souffrez. Si on vous dit quelque chose d'agréable, vous avez du plaisir. Vous voyez, cette chose-là. Alors, j'introduis un tout petit truc par rapport aux constructions de Freud sur pulsion de vie, pulsion de mort. Alors, Freud, il fait comme il peut, en 1920, quand il pond la pulsion de vie, la pulsion de mort, mais justement, ce qu'il dit, c'est que la pulsion de mort, c'est la jouissance, et la pulsion de vie, c'est le désir. Eh bien, c'est faux, ça. C'est le contraire. Parce que le désir, en fait, il est transgénérationnel, il se transmet à travers les générations, tandis que le corps, ben, il n'y a que le corps qui jouit. Les morts ne jouissent pas. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore démontré que les morts jouissent, sauf les revenants. Bon, il y a des films qui sont bien connus là-dessus. Enfin, donc, c'est une inversion de ce que dit Freud, qui est encore une élucubration nécessaire à son avancée. Puis quelques années après, une dizaine d'années après, il va dire, bah, écoutez, l'impulsion, c'est notre mythe, quoi. Hein. La libido, c'est notre mythe à nous. Voilà, comme ça. Il tranche la question comme ça n'a pas d'inconvénient. Donc, voilà ce schéma-là, et vous repérez toujours les 4 points centrales de la structure ici. Vous voyez, les 1, 2, 3, 4, ici, on verra plus tard. Ici, on a toujours pris les 4, comme ça. Ici, c'est pareil. Ici, on a toujours les 4 points essentiels. Petit à petit, on voit comment Lacan est en train d'introduire dans son enseignement, justement, cette fameuse structure quadripartite qui est celle du sujet. Vous suivez ça à peu près, hein? Bon. Alors, on arrive à ici. Ici, c'est le premier discours, finalement, qu'on rencontre dans l'existence, c'est ce qui s'appelle le discours du maître. Hein, c'est-à-dire que le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas.
Alors, déjà dans la lecture même de ce petit mathème, il appelle ça, il dit qu'il a emprunté ça aux mathématiciens, aux Grecs anciens, c'est le mathéma. Et curieusement, la traduction de mathéma, c'est la connaissance, alors que Freud, que Lacan, essaye de faire une distinction entre le savoir et la connaissance. La connaissance, c'est l'accumulation de tout ce dont on nous envahit en permanence, hein, les règles de football, les gilets jaunes, tout ça qui nous envahit en permanence, des savoirs, des bouts de savoir qu'il faut avoir, le changement de l'enseignement, tout ce qui se passe, quoi, les guerres, tout ça. Tandis que le savoir, Lacan, il le situe uniquement au niveau de l'inconscient. Et il dit que le sujet, son seul lot de savoir, c'est son inconscient. Et il définit ce savoir inconscient comme étant une articulation signifiante, une chaîne de signifiants, qui seront donc, en principe, à déchiffrer, notamment dans une cure, parce que l'auto-analyse n'est pas possible. Donc on est arrivé là, à cette première construction, où vous voyez d'emblée que quand on dit que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas, et dont il est le déchet, ce qui s'appelle le discours du maître, on voit bien qu'à ce moment-là, le sujet n'apparaît que comme fente, puisqu'il est figé dans le signifiant maître et pas représenté par celui-ci. C'est donc une fente. Et donc la structure quadripartite de Lacan, c'est de cet ordre-là, c'est quelque chose de l'ordre d'une fente. Il va chercher ça chez Fontana en disant, voilà, les coups qu'il donne sur des plaques de cuivre, comme ça c'est coupure, c'est une représentation tout à fait saisissante de ce qu'il entend lui par la fente du sujet, qui est la structure même. Il va dire même il dit que les femmes sont plutôt sensibles à ça. Il paraît qu'il y en a qui s'évanouissent quand elles voient des œuvres de Fontana pour la première fois. S'évanouissent parce que ça les renvoie à quelque chose de l'ordre de la castration plus facilement que l'homme. L'homme, il est abrité parce qu'il pense qu'il n'est pas châtré, lui. Donc, il fait une erreur parce que le phallus, ce n'est pas l'organe sexuel. Le phallus, c'est un truc signifiant. Alors, on en arrive là, et puis, alors, j'ai fait un saut colossal parce que cette structure quadripartite qui se répète tout le temps là, c'est ça qu'il faut aller la chercher, la comprendre. Peu importe si on comprend bien, puisque de toute façon, il s'agit d'écouter les gens. Quand on fait des cures, on écoute ce que les gens disent, c'est ça qui nous guide, c'est pas du tout les schémas. Parce que si vous commencez à faire un schéma pendant que la personne vous parle, vous êtes foutu. Je me rappelle une fois, je faisais un contrôle avec Lacan, et je présentais une de mes premières demandes d'analyse comme ça, c'était très intéressant comme truc, et j'arrive chez lui au contrôle avec un papier, puis je le fais chez Maël, en disant elle est là, il s'est tranché, il a regardé mon truc, il m'a pris la feuille, il a déchiré, j'ai compris que c'est pas ça qui m'intéressait. Il voulait que je lui dise ce qu'elle m'avait dit et comment j'avais répondu. Et c'était un moment crucial parce que j'étais encore en train de me demander quand est-ce que j'allais devenir analyste, est-ce que j'allais pratiquer, tout ça. C'était un moment crucial et effectivement, là, il était très, très présent pour s'y opposer. Hein, il fallait franchir jusqu'au moment où, bon matin, je dis, je ne peux pas faire autrement. Elle est allée s'allonger elle-même sur mon divan, qu'elle s'est endormie. Parce qu'elle avait des vertiges. Donc je l'ai laissé dormir un peu, quoi. C'est normal, puisque elle a des vertiges, et puis bon, voilà, c'est comme ça. Alors, on en arrive là, c'est pour ça que ça m'amuse. Quand j'avais monté les 4 discours, on va venir dessus maintenant, bien sûr. Quand j'avais monté les 4 discours, j'avais fait ce fameux tétraèdre. Hein, parce que quand Lacan a pondu ses discours en 71, 70, dans le grand de la psychanalyse, ça s'est passé après mai 68. Et Foucault, justement, qui avait rompu avec Lacan, parce qu'il venait à son séminaire, il était fâché pour des raisons d'ailleurs de discours et des choses comme ça. Foucault a fait son entrée au Collège de France, et son premier grand baraka, ça a été son truc d'ouverture. Il a parlé de l'ordre du discours. L'ordre du discours, qui est un texte très, très intéressant.
ça parce que, contrairement à Lacan, qui s'attache à l'absence, manque de sens, il n'y a pas de sens, il y a une logique, mais ce n'est pas du sens. Foucault, au contraire, il est branché sur le sens. Lacan, il parle plutôt de la signification phallique du signifiant, et non pas de ce que ça veut dire. Quand vous chopez un signifiant, et que vous accrochez à lui, ben, vous subissez les effets de ce signifiant dans une chaîne signifiante où il est pris. Alors, Lacan était peut-être un petit peu chatouillé par ça, et c'est à ce moment-là qu'il a répondu au texte de Foucault par justement cette construction des discours. Alors, il est arrivé au séminaire, il a écrit ça au tableau. Il a écrit ça au tableau, sans aucune explication à personne. On ne savait pas d'où ça venait. Sinon, on pouvait se douter que ça faisait un moment qu'il était en train de dire que l'inconscient est structuré comme un langage, puisque c'est comme ça qu'il a commencé son enseignement. Il a passé sa vie à répéter l'inconscient est structuré comme un langage. Et puis, quand même, à la fin de sa vie, il dit que le langage, ça n'existe pas. C'est déjà dans Freud, que c'est une élucubration de savoir sur la langue. Alors, la langue, quand on parlera en 71, dans le 71-72, dans son séminaire, ou pire, ou un jour, il est à la chapelle, ça fait tellement de résonance qu'on n'entend rien du tout, il demande à quelqu'un d'aller au tableau pour écrire la langue. Alors le type, il se lève, avec ses analysants ou je ne sais pas quoi, il va au tableau, puis il écrit la langue, il dit non, ça s'écrit pas comme ça s'écrit en un seul mot. Il introduisait ça, parce que c'était sa réponse, justement, à la théorie des structuralistes. Lacan ne voulait pas faire partie du groupe des structuralistes tel que les gens disaient que c'était une invention des journalistes. Alors, il n'était pas du côté donc, de Roland Barthes, de Foucault, puisque Foucault s'intéressait au sens. Il n'était pas du côté de Deleuze non plus, qui était pareil, il avait écrit un truc sur la logique du sens. Il était en train d'amener quelque chose de nouveau, qui était cette construction dont on va un peu plus faire le détail dans quelques instants. Donc, voilà, je suis allé un peu vite, mais comme vous étiez tous là, à présent, sans jamais manquer de seule séance d'ici, je pense que ça, vous le connaissez par cœur. C'est les schémas qu'on a fait au fur et à mesure, et que je pourrais reprendre plus tard. Alors, on arrive à Milan 1972. Il va à Milan, et il écrit, ça c'est une photo qu'il a écrit au tableau, sur ce petit truc. Ce petit truc-là, c'est moi qui l'ai introduit, parce que j'étais toujours en train de me demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces lettres qui circulent comme ça. Et puis j'ai trouvé dans son séminaire, ou pire, l'endroit où il en parle quelques années plus tard. Parce que lui, il avançait dans son enseignement, il ne prenait pas garde à faire comprendre les gens. Il disait, moi j'avance, c'est des trucs, c'est de la logique. Je ne monte pas à l'échelle en laissant des endroits où il n'y a pas de barreau. Chaque fois qu'il y a un barreau, je monte un peu plus haut pour que vous puissiez monter avec moi. Voilà ce qu'il faisait, lui, en gros. C'est-à-dire d'accrocher les gens à la logique. Alors, là, pas grave. Là, on a ces discours qu'il a écrits au tableau, donc on sait que c'est ça, mais ce qu'il introduit de nouveau, alors tout à fait nouveau, c'est qu'il parlait du discours du capitaliste et il se plaignait de ce que personne n'avait pensé à l'écrire. Personne. On commençait à connaître ces discours. Le discours du maître, le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Le discours d'universitaire, ici, qui est commandé par le signifiant maître, donc l'universitaire, il est à la botte du maître, il développe un savoir qu'on lui a dit d'enseigner, c'est ce qui se passe actuellement dans les réformes de l'enseignement, c'est ça que vous devez enseigner, vous ne devez plus enseigner Freud, ni l'inconscient. Je crois que Marx, je ne sais pas s'il veut le supprimer aussi, bon, enfin c'est comme ça. Qui va s'adresser alors, lui, à l'objet de Kita, ce pauvre malheureux étudiant que Lacan appelle un astudé, qui est en fait un débile, quoi.
il est nul, l'étudiant, tout le monde sait que les étudiants sont nuls, et grâce à l'enseignement qu'il va recevoir, il va enfin devenir un sujet barré par le savoir. Et Dieu sait s'il y a des gens barrés par le savoir qui n'arrivent pas à sortir du carcan de ce qu'ils ont appris. Notamment les normaliens et les énarques. Hein. Alors, Jean-Claude Miller, qui est un homme que j'aime beaucoup et qui fait des études très sérieuses, qui a fait Normal Sup, il écrit un bouquin sur le salaire idéal, des choses comme ça, et il explique qu'au fond, voilà, finalement, à Normal Sup, les étudiants, on leur enseigne un discours assez classique des différentes savoirs qu'on connaît, un peu de philo, un peu. C'est pas très élevé, il dit, ça va pas très loin. Et puis il dit que les énarques, c'est pareil, quoi. Ça va pas plus loin qu'un magasin comme Franprix, quoi, en gros. Hein. L'économie qu'étudie les gens qui sont à l'énarque, c'est à ce niveau-là, quoi. Le modèle, c'est Franprix. La Franprix est venue plus tard, mais c'est des choses comme ça. Et donc il dit, en se référant à la ferme des animaux, je vous le dis parce que c'est trop drôle, il dit les énarques et les normaliens sont des porcs, même s'ils n'ont pas été élevés dans la même porcherie. Et c'est vrai que quand on a affaire à des gens comme ça, ils sont dans un carcan de savoir dont ils ne peuvent pas se dépouiller, quoi. Hein, ils sont tout le temps, ils reviennent là-dessus parce qu'ils s'imaginent avoir des connaissances universelles. Ils ne comprennent rien d'ailleurs à ce qui se passe dans le monde, ils sont toujours en retard, ils sont incapables d'appréhender les nouvelles choses qui arrivent parce qu'ils ne peuvent pas les reconnaître. Bien entendu, la psychanalyse, pour eux, c'est la rigolade. Hein. Alors, comment il faut lire ça? Alors, ce que j'ai trouvé chez Lacan, justement, dans son séminaire au pire, dans un petit coin, personne n'avait fait attention à ce truc-là, il explique cette histoire-là. Il dit que ça, c'est une fonction de la parole, voilà. Cette schématisation, c'est une schématisation de comment fonctionne la parole. Alors il dit que la parole, c'est né toujours d'un lieu de vérité. Il y a toujours une vérité, même si c'est un mensonge. Le mensonge de la vérité, ça existe. C'est-à-dire que quand on se met à parler, ça s'origine toujours d'une vérité propre au sujet. Il peut distribuer n'importe quel type de savoir, et il le distribuera en fonction de ce qu'est sa propre vérité à lui. Et de ce point où la parole s'est née, il y a deux vecteurs qui sortent, qui se déploient dans l'espace, comme ça. Il y en a un qui va aboutir à cette position de ce qu'on appelle le semblant. Alors, Lacan, le semblant, ça ne veut pas dire que ça fait semblant. Hein. Ça veut dire que, comme le réel, on ne peut pas l'écrire, qu'il est impossible à dire et impossible à écrire, quand on pointe un truc du réel, eh ben, c'est quand même un semblant du réel. Et c'est quand même une conquête qui n'est pas à négliger. Le semblant. Et donc, à cette place du semblant, il y a l'agent du discours et il y a le désir qui est en jeu. Voilà, ici à cette place. De l'autre côté, l'autre bout du vecteur, il aboutit à un savoir, au travail, à l'autre qui vous fait travailler d'ailleurs, et à la jouissance. Et il se produit de la parole une production qui est aussi une perte. Notamment, l'objet de dictat, c'est une perte dans le discours. Il y a toujours quelque chose qui n'est jamais pris dans le discours et qui est approché de cette... Voilà, c'est comme ça que j'ai pu, à partir de là, pouvoir lire de ces choses-là. Alors, les 4 discours que j'ai mis comme ça, je vais vous les mettre plus visibles, parce que là c'est beau. Ah non, c'est beau ça. Comme ça vous le verrez mieux. Hein? Alors, on va partir. Alors, c'est artificiel, hein, ce départ. On peut commencer par celui qu'on veut, mais le premier, quand même, originaire, c'est le discours du maître, que tout le monde rencontre au moins dans son enfance, c'est-à-dire que les signifiants lui viennent de l'autre, et il ne peut pas faire autre chose que les assimiler. Hein, en gros, s'il les rejette, ça ne se passe
ne veut pas dire, quand on dit qu'il y a le discours du maître, le discours de l'universitaire, de l'université, de l'hystérique ou de l'analyste, ça ne veut pas dire que c'est pas lui qui a la maîtrise du discours dans lequel il est pris. Il est au contraire assujetti à ce discours-là. C'est-à-dire que dans le discours du maître, celui qui est là, le maître, c'est le sujet divisé. Hein, en gros, c'est le sujet humain dans sa bêtise, la bêtise de son existence, en gros. Voilà, c'est ça. Le sujet, voilà, il est là. Alors, le maître, lui, on peut illustrer par éventuellement des hommes de l'histoire. Le maître qui est ici, il s'occupe de rien, il faut que ça marche. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2, on marche au pas et tout. C'est ça. Pas d'explication, il faut que ça marche. Il faut que ça marche et il faut que l'esclave qui se trouve à cette place produise pour lui quelques objets qui lui permettent à lui de rester à cette place. Il est au bord de sa piscine, alors lui, il lui amène de la limonade parce qu'il a soif, et pendant ce temps-là, l'esclave qui est ici, c'est une position qui est ici, l'esclave qui se trouve dans cette position, pendant ce temps-là, lui, il est à la place du savoir. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, quand il y avait des guerres, on gardait, quand on avait vaincu l'ennemi, on zigouillait tous les soldats et on gardait les types qui savaient faire des choses. Des constructeurs de bateaux, qui connaissaient des choses, des savants. Platon a été vendu comme esclave, donc il le garde. Hein. Ils ont besoin de ce truc-là. Il est aussi à la place de l'autre, à qui on s'adresse, puisqu'il a le savoir de construire des navires pour faire la guerre. Il travaille toute la journée, sans être payé, ou très peu. Et puis, il est donc à la place de l'autre, à qui on demande, et puis c'est une place de la jouissance. Il a la jouissance du savoir et du travail. La jouissance, ce n'est pas une catégorie très marrante. Hein. Freud dit d'ailleurs que la jouissance est un mal parce que ça comporte le mal du prochain. C'est-à-dire que c'est là que commence l'exploitation de l'homme par l'homme. On fait bosser les autres pour qu'ils jouissent à votre place, c'est-à-dire qu'ils souffrent à votre place, de façon à ce que vous puissiez rester tranquillement, toujours là, au bord de la piscine, à rien foutre, et à devenir un idiot pour toujours. C'est comme ça qu'ils sont les maîtres. Hein. C'est vraiment comme ça que ça va. Comme ça. Je sais pas, Louis XVI, le soir, quand il avait fini sa journée de repas, il allait retrouver toutes ses amies, toutes ses maîtresses, et elle l'appelait Pompon. Hein, Pompon. Vous saviez ça, non? Pompon. Bon, alors, le maître, je vais en donner une autre figure, qui est toujours ici. Vous voyez, le maître, c'est le sujet divisé, c'est le sujet châtré, en gros. Il faut voir comment Louis XIV, il était soumis à une étiquette invraisemblable. Quand il se levait le matin, il y avait tous les gens de la cour qui avaient cet honneur, assister au réveil du roi. Alors, quelle est la couleur de ses urines? Il a fait caca, comment c'était? Voilà, tout ça c'était dit. Il se soumettait à cette étiquette. Hein. Et puis c'était comme ça. Les monarques étaient soumis à des étiquettes ultra dures pour rester à cette place. Dans ce temps-là, les autres, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, ils dansaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et alors, ici, donc le maître est assujetti, c'est lui qui est assujetti à son discours. Ça veut dire aussi que dans le discours hystérique qui est ici, qu'on appelle hystérique, parce que l'hystérique, en fait, c'est le sujet divisé, c'est la structure normale, c'est-à-dire que la structure du sujet humain, elle est hystérique. Ça n'est pas du tout une coordonnée psychopathologique, ça n'en est pas une, parce que déjà Freud a dit que dans la sexualité, il n'y a pas de normes sexuelles, il n'y a que des normes sociales. C'est clair et net, ça fout en l'air toutes les catégories de la psychopathologie. Hein. Et Lacan, il ne considérait pas qu'un psychotique, c'était un malade. Il considérait, quand il faisait des présentations de cas de sujets qui étaient psychotiques, il disait, Freud disait déjà pour le Schreber, il a une théorie de la libido qui est équivalente à la mienne. Les rayons, tout ça du ciel et les nerfs
qu'il présentait éventuellement à sa table, des choses de cet ordre-là. Il le disait d'ailleurs. Ah oui, ben vous dites la même chose que moi, en gros. On entend rarement ça dans un dispensaire d'hygiène mentale tenu par les gens de l'international, la SMAICDA, en général. Hein. Bon. Alors, le sujet de chaque discours, l'agent de chaque discours, il est assujetti au discours dans lequel il est. Donc, l'hystérique est ici comme sujet divisé, structure normale du sujet, comme ça. Ce n'est pas du tout la faux-folle qu'on vous décrit en permanence, encore qu'elle n'est pas si faux-folle que ça, la faux-folle, contrairement à ce qu'on s'imagine. Mais enfin, c'est comme ça. Lui, ce sujet-là, ce discours-là, c'est un des piliers du discours de la science. C'est-à-dire que dans la science, dans l'Antiquité, la science n'était pas séparée du savoir sexuel, de la sexualité. C'était même un point d'appui. Et puis ça a disparu avec l'apogée de Descartes, et je pense donc je suis. Hein. Alors Lacan, là-dessus, il ironise un petit peu, et puis il dit, ben oui, je pense, il écrit avec un A, je pense donc j'essuie. Il fait des tas de jeux de mots pour se moquer de la chose, et en même temps, il le prend comme base d'apparition du discours de la montée au zénith, du discours de la science, en gros. Hein. Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est un des piliers du discours, c'est un sujet qui invente quelque chose, c'est-à-dire des signifiants, il les invente ou il met en question les signifiants maîtres à partir de son être de jouissance qui est ici. Voilà, ici à cette place. Assujetti à ce discours-là, il interpelle les signifiants maîtres, il les met en question, il ne les accepte pas, et il s'en produit un savoir. Il en produit un savoir. Et ce savoir S2 lui échappe. Il ne sait pas qu'il invente ça. Dans la science moderne, c'est ce qui se passe en général. On accepte qu'un sujet fasse des trouvailles, mais quand ça a été confirmé par des expériences qui les mettent en valeur et qui les démontrent que c'est vrai, à ce moment-là, le sujet, on donne son nom éventuellement à ce qu'il a découvert, mais il est balancé, c'est fini, on ne s'occupe plus de lui. On attrape son savoir pour avancer un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Là, donc, on est passé de ce discours-là du maître, qui est ici. Vous voyez que dans ce discours-là, c'est le signifiant maître qui commande, et qui commande le savoir, hein, qui est là, qui en élabore un savoir. Ici, c'est le sujet maître, et ici, le déchet de ce que produit ce discours qui est en route. Ici, vous avez ce sujet hystérique qui interpelle les signifiants maîtres qui étaient là, il les interpelle pour produire, lui, un autre, le vrai savoir. C'est-à-dire que ce qui est ici, c'est du semblant, et donc je vais moi démontrer que c'est autre chose qui se passe. C'est toujours le débat qu'il y a entre le savant et la science. Il y a toujours des éclaireurs qui trouvent, et puis après ils sont absorbés par le discours de la science, on les oublie, ou alors on garde un nom comme ça. Arrivé ici, ce que produit, alors ces cartes de tour, il faut que je revienne dessus. Si vous vous souvenez, quand j'avais fait le quadripode, hein, la pendule comme ça, il avait montré que comme toutes ces lettres ici sont équivalentes dans leur différence absolue, elles sont équivalentes parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre les unes et les autres. Hein, et il n'y en a que 4 là, dans le schéma de Lacan, et dans son tétrapode des discours, c'est pareil, c'est-à-dire que on ne peut mettre que 4, on ne peut mettre dans notre espace cartésien à 3 dimensions, on ne peut mettre que 4 points à égale distance les uns des autres, et pas plus. Mais comme en plus de ça, ces points sont équivalents, il s'agit maintenant de tracer des vecteurs pour orienter ce quadripode. Parce qu'on est orienté par le réel. Pourquoi le réel? D'abord parce qu'on est orienté par les lois de la gravitation, on est orienté par la courbure de l'espace,
et des choses comme ça. Donc, manifestement, il y a quelque chose de l'ordre de l'orientation dans le réel. Et effectivement, on passe notre temps à essayer de nous orienter dans le réel. On a des montres, on a des lunettes, on a un certain nombre de choses comme ça qui nous permettent de nous substanter dans le réel sur lequel on vit. Si on vous lâche dans la forêt à poil, au bout de 3 semaines, même pas, vous êtes mort. Hein. Et si vous allez dans les montagnes à haute altitude, c'est pareil. Donc, le réel, il est là. Alors, ici, vous avez toujours ce discours-là d'invention, mais curieusement, là, cette hystérique-là, voilà, l'hystérique, il ne faut pas le voir d'une façon péjorative. Hein. D'ailleurs, la Freud disait qu'elles étaient jolies, ces patientes. Il trouvait sa jeune homosexuelle et droite, il les trouvait très jolies. Hein. Et même Irma, il était même très préoccupé, puisqu'il a fait un rêve un petit peu porno à propos d'Irma quand même. Il l'a repéré, le truc. Il dit à la fin, il y a ça, la formule de la triéthylamine, c'est donc quel désir. La triéthylamine, c'est un produit de liquide séminal en décomposition en gros. Bon, enfin, en tout cas, cette affaire-là est plutôt à reprendre dans ce sens-là. Freud commence d'abord, il va écouter Charcot à la salle des prières. Il reste longtemps, hein, je crois qu'il est resté presque plus de 6 mois en France. Il allait écouter Charcot, qui était la grande vedette, des hôpitaux psychiatriques. Qui était un monsieur très riche, qui avait grand bourgeois et tout, qui en fait montrait des hystériques et obtenait d'elles qu'elles fassent des choses pour bien montrer comment elles étaient bien hystériques. Elles faisaient de la suggestion, elles ne pouvaient plus marcher, elles étaient paralysées, ou elles se tordaient dans tous les sens. Et Freud, il a dit ça, moi j'en veux pas. Pas question que je rentre là-dedans. Donc il a laissé tomber. Et par contre, il s'est mis à commencer à recevoir des gens, il s'est mis à les écouter. Et à ce moment-là, il a dit, mais attention, justement, il y a un savoir là, un savoir insu du sujet qu'il a nommé, lui, comme étant l'inconscient. Que l'inconscient, c'est un savoir et qui existe depuis toujours, bien sûr, puisque depuis toujours les êtres humains ont eu affaire aux maux d'esprit, à des actes manqués, à toute une série de symptômes, de manifestations de cet inconscient, et c'est Freud qui, le premier, en a fait le bilan. C'est pour ça qu'il est l'inventeur de la psychanalyse par sa méthode. Hein. En plus de ça, avec l'exigence de laisser l'association libre. Alors, je vous dis une chose, parce qu'actuellement, on lit partout que la psychanalyse va disparaître et tout, qu'elle est en chute libre et tout. De toute façon, hein, l'association libre qui est à la base de sa pratique, c'est quand même une des lois de nos sociétés. Hein. On a le droit de s'associer librement. Donc il n'y a aucune raison qu'un pouvoir politique puisse interdire à des gens d'aller voir un sujet pour lui parler. C'est ça la pratique analytique. On ne peut pas empêcher des gens de prendre un rendez-vous avec quelqu'un d'autre qu'ils considèrent comme étant un sujet supposé savoir, pour lui exposer ses douleurs et ses souffrances, et donc pour entreprendre une analyse si elle a affaire à un analyste. Si elle a affaire à l'autre type de bonhomme, évidemment, ce n'est pas la même chose. Alors ici, vous avez donc ce discours qui est très très important et qui justement est à l'origine du discours analytique que voilà ici. Alors ces flèches, vous comprenez, on tourne là dans le sens l'évogir, mais on pourrait tourner dans le sens d'extrogir. L'évogir plutôt et d'extrogir comme on fait là. Je les ai mis là, pas tout à fait de la même façon qu'ici, parce que j'ai voulu les prendre comme ça. Je suis parti d'ici, j'arrive ici, le discours d'analyste. Et dans le discours d'analyste, c'est ça. Il y a ici l'analyste, comme semblant, comme agent de ce discours, comme désir de l'analyste, donc il doit tenir cette position pour permettre justement au sujet qui est là d'entendre ce qu'il dit. Et entendre ce qu'il dit, ça veut dire recevoir de l'analyste des interprétations de son discours. Que les liens faits, l'analyste, il fait des liens, il fait des interprétations, il montre des choses, il
ponctue des choses, qui éclaire le discours du sujet et que ça a des effets, on le sait très bien. Il s'en produit donc du côté de l'analysant, ici, qui reçoit justement ces interprétations de l'analyse, il s'en produit des signifiants maîtres. C'est-à-dire qu'au fond, c'est les signifiants de ces symptômes qui petit à petit tombent, en gros. Ça le débarrasse de signifiants maîtres qui le paralysaient et dont il ne savait pas quoi en faire. Le père, toutes sortes de choses, les hommes, tout ça, pas tout ça. Voilà, en gros. Et on aboutit ensuite par un quart de tour. Dans cette histoire de quart de tour, il est dicté justement par cette espèce de tétrapode, justement. Puisqu'on peut faire tourner les lettres. Alors, il y a deux choses qu'il faut saisir. Il faut saisir que de toute façon, ça, par rapport aux mathématiques, c'est pas accepté par les mathématiciens. Ils n'acceptent pas que des choses tournent comme ça, parce qu'on ne fait pas un usage mathématique des mathématiques et des fractions, des trucs comme ça, on en fait un autre usage. Évidemment, les mathématiciens, ils ne supportent pas. Comme ils ne supportent pas que les analystes dessinent des nœuds borroméens parce qu'ils disent que c'est complètement idiot, on a des algorithmes, on n'a pas besoin de dessiner des trucs. Ben, nous, on fonctionne avec ça parce que c'est un discours, c'est un lien social. Ici, l'hystérie, le savoir du maître ici, les signifiants du maître, et là, dans le discours analytique, l'analyste, il est ici en position de semblant, en position d'agent du discours, et il fait l'offre d'un désir à l'analysant qui parle ici. Et donc, quand Lacan parle du transfert, justement, alors le terme de transfert, c'est comme on transporte un colis à un autre point, après tout, on pourrait dire ça comme ça. Alors, il y a le transfert de travail, alors ça, les groupes analytiques, le transfert de travail, c'est de donner le travail que vous avez à faire à d'autres, et qu'ils font le travail à votre place, puisque de toute façon, le savoir ne s'acquiert pas par le travail, mais par celui des autres. Donc on passe son temps à copier tout le monde pour se faire une petite pourrie, une petite baraque pour soi. C'est comme ça que ça se passe. Ça c'est une dit ça dans une école analytique qui ne supporte pas, c'est comme ça. On fait tout ça comme ça. On plagie tout le temps les autres, puis qu'on bosse à votre place. C'est important parce que Lacan n'a pas publié ce texte. En 68, il a écrit un texte fabuleux, je ne sais pas comment je l'ai eu. Si je le sais un peu, mais pas très bien, ce texte absolument fabuleux où il explique ça, où il parle de ce qui se passe en mai 68, parce qu'il a été très interrogé par ce qui se passait en mai 68, et lui, il avait en face de lui des Foucault, des gens comme ça, avec l'ordre du discours, il a voulu apporter, c'est pour ça qu'il a apporté ces baptêmes, il a voulu comprendre, analyser ce qui se passait en mai 68 avec sa théorie des discours, les structures comme il les appelait. Et il était allé à Vincennes, comme ça, où il s'était affronté à une salle déchaînée, comme ça existait à l'époque, les gens étaient complètement stardés, complètement agités comme ils étaient. Et puis Lacan leur a dit un truc, leur a dit toute façon, parce qu'on lui dit, oui mais écoutez, vous nous emmerdez avec vos mathèmes, là, parce qu'il vaudrait mieux qu'on aille à la manifestation qui se passe actuellement boulevard Saint-Michel. C'est ce qu'on nous dit toujours, même maintenant. Arrêtez de nous faire chier avec vos mathèmes, il y a autre chose de plus intéressant, de nouveau. Ben non, justement, il n'y a pas de nouveau. Le nouveau, il est là-dedans tout le temps. Là, il faut s'accrocher à ça et jamais lâcher ces trucs-là. Alors Lacan, quelques temps plus tard, a finalement avoué, parce qu'il leur a dit, écoutez, vous m'emmerdez, en gros, vous m'emmerdez avec vos histoires, les structures ne descendent pas dans la rue. Puis quelques temps après, quand même, il a été travaillé d'ici. Dans les manifestations, il y a des discours. Les structures descendent dans la rue. Donc c'est important, parce qu'il a une position Lacan par rapport à la subversion du sujet dans la dialectique du désir, le fameux schéma du graphe du désir, par rapport à la révolution, où il considère qu'une révolution ramène toujours à un point de départ empirant. Et c'est vrai que l'histoire le montre. Quand on voit, et on voit bien que, actuellement, moi c'est comme ça que je vois les choses, les deux grands pays les plus capitalistes du monde, c'est quand même l'Union soviétique et la Chine. Et puis les pays les plus développés, c'est vraiment le capitalisme le plus dur qui existe. C'est vrai, c'est comme ça. Alors, discours analytique qui permet de produire des signifiants maîtres, c'est-à-dire des symptômes, qui vont prendre du sens comme ça. Voilà, ce discours-là,
on redescend d'un cran, on arrive ici, et voilà, de ce discours-là, une rotation. Alors, ce quart de tour, c'est le franchissement, c'est dommage, je ne l'ai pas apporté. Vous connaissez le poème de Rimbaud, À une raison, trois coups de baguette et la nouvelle raison, tout ça. Lacan, il s'inspire de ça en disant que chaque changement de discours, comme ça, c'est un moment finalement de traversée de l'imaginaire, parce que c'est une hérésie, hein, l'écriture des mathèmes pour les mathématiciens. Parce qu'on ne peut pas mettre sur des fractions comme ça, on ne peut pas mettre à la fois des lettres différentes, ça peut encore s'entendre, mais en plus de ça, qui changent de place et qu'à la place où elles sont, elles changent de fonction. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une écriture bivoque. Ça n'existe pas en mathématiques. Quand on a pointé un truc, ça ne bouge pas, on met le X, et puis il faut trouver d'autres formules, d'autres algorithmes. Tandis que là, avec ça, Lacan, bien sûr, il a été très critiqué pour ça, mais il a tenu bon. Parce qu'il pensait, lui, qu'il pouvait y avoir dans ces baptêmes transmission intégrale. Et puis, vers la fin, à partir de ou pire, le dernier grand texte qu'il a écrit, qui s'appelle L'Étourdi, où il développe ça d'une façon très, très, très costaud, il dit non, il n'y a pas de transmission intégrale, donc quelque part, il laisse tomber ses mathèmes. Comme lecture du monde, il laisse tomber. Alors ici, on arrive donc au discours universitaire dont je vous ai parlé, au départ. Vous avez ici le savoir de l'universitaire, qui s'adresse, alors, nos étudiants, les astudés, comme ils les appellent, donc des débiles mentaux, considérés comme des débiles mentaux. Allez à l'université, vous verrez que les professeurs parlent de leurs élèves comme ça, hein, considèrent que c'est des crétins. Il n'y a rien. Oui, c'est connu, c'est bien connu, et surtout dans les départements de psychologie où on enseigne la psychanalyse. C'est encore pire qu'ailleurs. Parce que un univers, alors, important, je vais le dire. Donc ici, on arrive là, ça donne ce sujet, l'étudiant. Une fois qu'il a fait passer ses études, il devient un sujet barré par le savoir. Effectivement, il a du mal à s'en sortir. Et ça tombe comme ça. Alors, il y a quelque chose de très important dans cette histoire, c'est que quand on est parti d'un point, ça tombe comme ça, mais on ne peut pas revenir au point de départ. Donc, dans chacun de ces discours, il y a un impossible. Et donc, quelque chose de réel. C'est ça qui donne sa valeur de réel à cette catégorie de discours. Sinon, ça ne serait pas ça. Ça serait du blablabla. Alors, on arrive ici, et qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous voyez apparaître, alors Lacan, personne n'arrivait à comprendre cette histoire du discours capitaliste, il va donc à Milan et il écrit le discours capitaliste comme ça. Voilà. Il écrit de cette façon-là. Il le commente un peu, il dit des choses intéressantes d'ailleurs. Il dit que c'est un discours vachement astucieux, qui marche tout seul, et qui va tout consommer, et ça se résoudra pour des raisons démographiques. Alors, la seule chose à faire, c'est de se mettre à son service, plus que ça, il faut se mettre à son service, et tout le monde se précipite pour servir le capitalisme. Je ne vois pas qui peut échapper au capitalisme, mais pour lui servir, on utilise un terme très bien, soi-disant très bien, que ça va pour lui servir un discours particulièrement pesteux. Vraiment pour le faire chier, pour gros. Alors il y a deux choses importantes, justement, à propos de ce discours-là, c'est que dans le discours capitaliste qui est ici, vous voyez que ce qui est produit aussi, c'est cet objet petit a, ce qu'il appelle la plus-value. Donc toute la machinerie capitaliste qui fonctionne, vous voyez comme ça, il y a eu une inversion de ces flèches, vous voyez, il y a eu une perversion qui s'est produite du fait que le discours capitaliste est né d'une copulation entre le discours du maître, qui est là, donc entre le discours du maître qui est là, et le discours de la science. Alors, le discours de la science, les deux piliers, le discours historique et le discours universitaire. C'est là que ça s'enseigne. Et que c'est un forçage de discours qui a fait qu'au fond, dans le discours capitaliste, ce que vous pouvez percevoir,
c'est que le sujet qui est ici en position d'agent, il commande au signifiant maître. Ce qui est impossible, mais dans le discours capitaliste, c'est ça. C'est ce qui définit le sujet capitaliste, c'est le sujet de la libre entreprise. Hein, voilà, il est là, il est libre. D'ailleurs, il est tellement libre qu'il n'y a plus de liens sociaux, comme ça, il ne peut plus tenir en société, et c'est la jungle en permanence. Et ce discours, du fait d'avoir été tordu, comme ça, il y a eu un forçage qui était impossible d'après ces structures-là, ça a donné une circulation comme ça, sans fin. Il n'y a rien d'impossible. D'ailleurs, c'est un des slogans sociaux qu'on a. Rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. C'est ça qu'on utilise. C'est pas vrai, on ne peut pas toujours tout. Alors, là, j'essayais de montrer comment ce discours se construisait. Vous verrez, vous allez voir. Vous avez ici le discours analytique qui est ici. Que le sujet vienne en position d'agent dans le discours capitaliste, ça s'emprunte effectivement au discours hystérique. Hein, il vient là, il se met à cette place de commandement. Mais lui, au lieu de mettre en question le signifiant, il le commande. Ce qui est un truc impossible. On ne commande pas le signifiant, mais on est plutôt parlé que l'on parle. C'est ça qui se passe. Et puis ça, voilà, il emprunte ça au discours hystérique. Ensuite, là, il y a le S1. Où est-ce qu'il va l'emprunter? Eh bien, il va l'emprunter d'une part. Alors je regarde. Il va l'emprunter d'une part au discours universitaire, qui est ici. Il va l'emprunter. Non, voilà, c'est ça. Il va l'emprunter au discours universitaire et il va l'emprunter au discours du maître aussi. Qui est ici, attendez, que je ne me trouve pas. Voilà, le discours du maître. C'est-à-dire qu'il va l'emprunter au discours du maître. Ce montage, c'est une inversion du discours du maître et du discours universitaire, en gros. Ça donne cette espèce de discours qui n'en est plus un, puisque le discours, quand même, il a une logique telle qu'il y a des impossibles, donc il y a du réel, c'est un truc qui tourne tout seul. Et alors, l'objet petit a, il le trouve exactement emprunté au discours du maître, qui est ici. Vous voyez, la plus-value, elle est là, et ça fonctionne tout le temps comme ça. Ça produit de la plus-value. C'est ça qui se passe dans le monde, c'est cette plus-value, on est tout le temps en train de vous l'apprendre de façon, et c'est avec ça qu'on capitalise. Le reste de l'argent, ils le réintroduisent, les riches, ils réintroduisent leur argent parce qu'ils veulent récupérer ça. C'est ça qui s'accumule et qu'on met dans les coffres, qui fait qu'on est milliardaire et que du coup on fait ce qu'on veut avec ça. Bon. Alors, vous voyez, le seul discours, par contre, le seul discours qui est épargné, justement, qui n'est absolument pas affecté par le capitalisme, c'est le discours analytique. Hein. Et alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que quand vous voyez la flèche du transfert, l'analyse, le transfert avec une flèche qui va vers le sujet divisé, ça veut dire que dans le capitalisme, dans le discours analytique, le sujet, il récupère sa plus-value. On ne lui dérobe pas son travail en trop, hein, on ne lui paye pas, il le récupère. Et ça, le capitalisme, il a repéré ça. Et il n'aime pas, les capitalistes n'aiment pas la psychanalyse. Ils n'aiment pas du tout. Ils veulent le détruire tout le temps. C'est toujours une expression, justement, du pouvoir politique basé sur le capitalisme qui veut effacer la psychanalyse. Donc elle n'est pas du tout entamée par le discours capitaliste qui est ici au milieu. Alors que tous les autres discours sont pervertis. Hein. Le discours du maître, son savoir, il est là, dans le discours capitaliste. Sa production de plus-value, elle est là, donc il est en pleine. Il est dans la même chronicité que le discours du maître et du capitalisme. Ils sont ensemble. Et puis, à partir de là, effectivement, qu'est-ce qui est en train de se positionner actuellement? Parce que là, on est à une étape où Lacan, ayant compris, parce que c'est
C'est ça qui est important. Ayant compris qu'il n'y a pas de transmission intégrale comme il l'a cru, il va falloir qu'il trouve autre chose. Il va falloir qu'il pousse un peu le bouchon un peu plus loin. Et le bouchon qui pousse un peu plus loin, c'est qu'il trouve la structure du fameux nœud borroméen, qui est un nœud à 3 ronds. Quand on en coupe un, c'est sa propriété principale. Quand on en coupe un, les 2 autres se séparent. C'est une structure qu'il a déjà évoquée quelques années auparavant, et il entre dans l'utilisation de ce nœud pour dégager la psychanalyse de ce tournage en rond des discours comme ça, qui mènent à rien, parce que c'est des discours d'asservissement en général, y compris le discours analytique vu par certains psychanalystes qui le confondent avec la psychothérapie, avec la psychopathologie, avec tout un ensemble de pratiques, et qui est en train de la ruiner. Hein. Freud qui avait fondé son international, à un moment donné, il voulait démissionner parce qu'il s'était aperçu qu'aux États-Unis, c'était l'ego psychologique qui était en train de gagner la bataille, soutenu par une armée de psychologues comme il y en a beaucoup aux États-Unis. Il a voulu démissionner, c'était vers la fin de sa vie, puis finalement, il y est resté pour que quand même il soit là et qu'on ne puisse pas, en plus de ça, effacer son nom. Parce que sinon, on était déjà en train de dire, comme on l'a dit toute sa vie d'ailleurs, que c'était des guignolades. Alors, quand Freud disait à ses élèves, quand on me critique, ne répondez jamais, ne me défendez jamais. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance, lui, dans son discours analytique. Il savait que ça, c'était incontournable. Alors, la suite, je ne vais pas faire aujourd'hui, la suite, c'est qu'avec son nœud borroméen, Lacan a enfin trouvé un objet mathématique qui va lui permettre à la fois de conserver la dimension de la parole dans la pratique, mais un support théorique qui permettra de prévoir que l'avenir de la psychanalyse ne sera pas mathématique. C'est ça qui est important. Ça ne sera pas mathématique, mais ça sera le seul vecteur de la parole. Hein, le discours, c'est la seule pratique qui est une pratique de la parole. Hein, retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. Voilà ce qu'il dit la psychanalyse. Et tout ça, il ne faut pas se laisser impressionner par tous ces schémas, c'est important de les suivre, mais au fond, à la fin, ça sera complètement nouveau. Et c'est pour ça que je vous ai amené cette fameuse, je crois que c'était ici, oui. Je vous ai montré ça, mais je ne vous l'ai pas dit. Parce qu'il a continué Lacan avec sa structure. Ce schéma, vous voyez, voilà le tétraèdre, quadripode, les 4 pôles. Il y met les formules de la subsection, comme ça ici. Il les installe dessus, et ensuite, il installe le nœud borroméen noué dans ce truc-là. C'est-à-dire que quelque part, il ne lâche pas le morceau, et puis ça va se terminer là pour lui, puisque après, il a un peu sombré, et puis il est mort. Quoi. Voilà. On en est là. Alors vous voyez, de là, on arrive là. Je l'ai mis en avance, mais vous verrez comment ça se construit, parce que à partir du nœud borroméen, je pense que dans les 3 dernières leçons, je pourrais commencer à l'aborder, je pourrais vous montrer comment c'est apparu, parce qu'il l'a prévu déjà. Souvent, dans le texte de Lacan, on voit un petit machin qu'il met, puis ça lui est venu, et comme il l'explique très bien, au début, Lacan, il a enseigné comme didacticien dans son association internationale. Puis ensuite, il a enseigné comme psychanalyste quand il est allé à Normal Sup pour enseigner. Il s'est adressé aux gens de Normal Sup comme analyste. Je suis un analyste, et puis après, il s'est mis à parler en disant je suis comme un analysant. Je vous parle comme analysant, c'est-à-dire que lui, il ne se préoccupe pas de la continuité de son texte, il suit une logique qui est celle de son inconscient d'une certaine façon, et il délivre des choses au fur et à mesure, et qu'il faut attraper petit à petit, parce que c'est des choses qui surnagent, et il va faire un bouclage tel qu'il va dire qu'actuellement,
il y a trois grands discours qui s'affrontent. Il y a, d'une part, le discours de la science. Car vous savez bien que la science, elle domine partout. Il y a la science économique, la science du droit, la science de l'histoire, tout ça. La revendication à être scientifique pour des disciplines qui sont des fois que de la littérature, en gros. Hein. Enfin, c'est comme ça. La science, il y a la religion, et puis il y a, alors je vous montrerai quelle est la différence de Nouage et la psychanalyse. Et il dit aux analystes une chose très importante, il leur dit, faites très attention parce que nous sommes confrontés à ça, et quelque part, la psychanalyse, elle est protégée par la religion, parce que la religion, elle donne encore du sens à la vie, en gros, hein, et aux découvertes de la science, tout en étant du côté de l'assimiler. Alors, ça, je vous le dirai plus tard, et voilà la citation qui est sur français. Quand il dit le catholicisme serait une forme de survie, oui. Comment on dit, une forme de survie. Non, la psychanalyse serait une forme de survie dans la religion. Oui. Ça dit bien, j'ai trouvé ça. Oui, c'est ça. C'est fort. Hein. Il dit que c'est la vraie religion. Ouais. Alors lui, il ne se cache pas la nanette, il dit c'est la vraie religion parce qu'elle le dit. Puisqu'il dit qu'elle est la vérité, donc c'est la vérité. Parce que la vérité, Lacan, il est très modéré là-dessus. La vérité ne peut que se lui dire, mais pour lui c'est clair. On ne peut pas dire toute la vérité. Voilà. Même si on parle d'un lieu de vérité, ce n'est pas forcément la vérité avec un grand V. Alors, c'est là-dessus qu'il a terminé son enseignement. Et curieusement, moi j'ai les enregistrements des derniers séminaires, les gens pensaient qu'il était au tableau, qu'il s'en mêlait, que c'était complètement brouillon, qu'il n'était plus là et tout. C'est pas vrai, il a sorti des trucs très très précis pour terminer son enseignement. Et il a terminé par un geste absolument magistral. Il a dissous son école en considérant que c'était un échec. Il n'a pas hésité à... Et cet enseignement-là, curieusement, les institutions ne le reconnaissent pas, puisque toutes les écoles essaient de se reformer sur un mode particulièrement féroce par rapport aux membres et à ceux qui n'en sont pas. Vous le savez bien que c'est comme ça. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Voilà. Voilà. De toute façon, on reviendra là-dessus. Hein. Parce que moi, ce que je voulais, c'est que vous puissiez saisir cette trajectoire-là. C'est-à-dire que c'est pas gratuit, quoi. C'est pas des élucubrations mathématisées. Ça a un sens, tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est accroché à ça et qu'il aboutit quand même à des trucs comme ça qui sont ces travaux avec grâce à Souris et Thomé. C'est absolument fabuleux. Comme par hasard, Souris, plus personne n'en parle. Alors que vraiment, s'il n'avait pas été là, lui et Thomé, Lacan n'aurait pas pu avancer avec son nœud borroméen parce qu'il passait son temps à faire des nœuds borroméens chez lui, où il faisait des études sur des pneus de chambre à air, en gonflant une chambre à air de bagnole, il mettait des points en expliquant que il parlait de sa logique, c'était une logique élastique. C'est plus une logique mathématique, une logique élastique. Si vous mettez des points sur un pneu et que vous le gonflez, les points vont s'écarter, mais elles vont toujours garder le même rapport entre elles. Il y a une déformation continue de la structure, mais elle n'est pas brisée. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça dans la cure, en fait, qui se passe. C'est-à-dire qu'au fond, son inconscient, on ne se débarrassera jamais de notre inconscient, et quand on aura parcouru une première fois, et puis la seconde fois, on aura vu les deux faces, ça peut changer le cours d'une histoire de quelqu'un. Alors Lacan voulait effectivement avoir un témoignage en disant quand même, comment on peut vouloir devenir analyste quand on a fait une analyse, en disant que c'était un métier infect, et que donc, il ne comprenait pas, donc il voulait avoir des témoignages, il en a eu quelques-uns, pas assez, parce que finalement cette histoire d'épreuve de la passe ne marche pas si bien qu'on peut le dire, et voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà.
écrit. Ça va jamais tout dire. C'est-à-dire les séminaires ont été transcrits, mais il n'y a pas. Oui, Oui, vous pouvez oui. quand vous voulez. Oui. Et Il n'a pas beaucoup écrit, Lacan. j'ai vu le dossier, je dois moi le montrer. Là. Parce que les séminaires, c'est des séminaires transcrits. Lacan, il n'a pas écrit beaucoup. Il a écrit ses écrits, quelques textes. Pas tant que ça. C'est Gloria qui nous l'a montré. Il y a un gros dossier Oui. qui, lui, il souhaitait que ça soit publié et que le ministère n'a pas voulu. Mais on va jamais le retrouver, ça alors. Voilà. Moi, je vous assure, hein, parce que j'ai vu, Comment j'ai vu Gloria après qu'il a parlé de moi. Je lui ai retourné le voir une fois et elle m'a montré. Bien, voilà. Et il a dit qu'il avait tout sa tête et qu'il continuait à l'écrire. Mais dernièrement. Bon, quand j'écoute. Bon, je suis entre autres chanteur d'opéra. Quand Ouais, j'écoute mieux, Lacan, parce que sinon, quand j'écoute Lacan, effectivement, dans les séminaires, pour ça je t'ai demandé pour avoir les audios, il y a quelque chose d'extraordinaire qui transmet là, par la voix, par la ponctuation. C'est fantastique. C'est pas du tout. On sent la pulsion. Il est animé par quelque chose et il nous anime. Je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est pas du tout un universitaire qui parle, évidemment. La prochaine date? On s'arrête? La prochaine date, Patrick? Comment? La prochaine date. Je l'ai donné, je l'ai envoyé par la poste. Je ne l'ai pas marqué sur moi, mais Je l'ai. Le 17 Jean. 19. 19. 19 mai. 19 mai. C'est-à-dire, c'est dans 5 semaines. le 19, dans 5 semaines. 19, c'est le 19, Le 19 mai, le 19 mai. Et 16 juin. Et le 19 mai et la dernière juin, c'est bon, c'est le 19 juin. Le 16 juin. 19 Patrick, vous pouvez le redire une dernière fois au micro, 19 mai et 16 juin, comme ça je pourrais... Comment le Vous pouvez redire les deux dernières dates au micro une fois, comme ça je pourrais les mettre dans la vidéo. Bah, le 19 juin, le 19 mai, mais après je ne me souviens pas. 16 juin. Et le 16 juin. Ok. De toute façon, j'envoie des mails. Hein.